Aux confins de l'ouest du Texas, là où le Rio Grande dessine une courbe spectaculaire entre deux nations, s'étend une terre au contraste et à la beauté extraordinaire. C'est l'endroit où les journées torrides cèdent la place aux nuits glaciales, où le sol du désert s'élève pour rejoindre les îles célestes et où la vie a connu une évolution remarquable. Ici, les créatures maîtrisent l'art de survivre aux 4 saisons. Des vents mordants de l'hiver à la chaleur impitoyable de l'été, la vie trouve le moyen de persister, de prospérer, et de perpétuer l'ancienne danse de la survie qui se déroule dans ce coin reculé de l'Amérique du Nord depuis des millénaires. C'est une terre où l'évolution a façonné des spécialistes et où seuls les plus résilients survivent. Pluie et sécheresse, nuits glaciales et journées torrides, abondance et famine, la faune persiste. Bienvenue au parc national de Big Bend, où 334 000 hectares de terres protégées abritent une diversité de vie remarquable. Bienvenue pour une année en pleine nature. Notre voyage traverse le cycle des saisons et suit 3 habitants remarquables qui incarnent les adaptations extraordinaires nécessaires pour prospérer dans cet environnement difficile. À travers leurs yeux, nous assisterons à l'évolution de Big Bend et au réseau de vie qui unit toutes les créatures de cet écosystème unique. Situé à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, le parc national de Big Bend s'étend sur des paysages montagneux, désertiques et fluviaux, dans une région reculée qui demeure l'un des parcs nationaux les moins visités du pays. Ce splendide isolement a préservé un écosystème où plantes et animaux du désert de Chihuahua, des montagnes rocheuses et des plaines du Mexique convergent vers un carrefour biologique d'une extraordinaire diversité. C'est le pays des superlatifs. Le parc couvre l'intégralité de la chaîne de montagnes Chizos, la seule à être entièrement intégrée à un parc national. Il abrite plus d'espèces d'oiseaux, de chauves-souris et de cactus que tout autre parc national des États-Unis. En son cœur coule le Rio Grande, creusant des canyons calcaires et servant à la fois de source de vie et de frontière internationale. Au fil des saisons, nous verrons comment le parc se transforme et comment ses habitants sauvages réagissent au rythme de la nature dans leur lutte quotidienne pour leur survie. Un pâle soleil d'hiver s'élève au-dessus des sommets des monts Chizos, sa lumière éclairant le sol du désert. Les températures frôlent le point de congélation et une fine couche de neige recouvre les plus hautes altitudes, transformant les bruns rouille et les verts olives en un paysage monochrome et austère. L'hiver à Big Bend présente des défis inconnus de ceux qui imaginent le désert comme un lieu éternellement chaud. Les températures nocturnes descendent régulièrement en dessous de 0, tandis que les journées restent douces et parfois étonnamment chaudes. Ces variations de température spectaculaires exigent des adaptations particulières de la part des habitants du parc. Pour de nombreuses créatures, l'hiver est synonyme de pénurie. Les ressources alimentaires sont à leur plus bas niveau annuel, obligeant la faune à se tourner vers les réserves de graisse, la nourriture stockée ou les ressources hivernales rares. Mais l'hiver offre aussi une pause face à la chaleur intense de l'été. Pour certains animaux, c'est une période d'activité accrue, l'occasion de se déplacer pendant la journée sans risquer une surchauffe mortelle. Dans la lumière de l'aube, une silhouette élancée se déplace silencieusement le long d'une crête rocheuse. Le puma concolore, connu scientifiquement sous le nom de puma concolore, est en chasse. Cette grande femelle, dont le pelage fauve se fond parfaitement dans le calcaire et le granit de son domaine, s'arrête pour observer le terrain en contrebas.
Son œil perçant, adapté aux conditions de faible luminosité, scrute les mouvements. Les pumas sont les prédateurs les plus redoutables de Big Bend, et cette femelle règne sur un territoire d'environ 200 km². En hiver, sa réussite à la chasse est cruciale, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les 2 petits à moitié adultes qui attendent son retour dans un canyon abrité au nord. Les pumas sont solitaires et discrets par nature. Même les visiteurs du parc, même après des dizaines de voyages, n'apercevront peut-être jamais l'un de ces magnifiques félins. Ce sont des fantômes dans le paysage, connus principalement grâce à leurs traces et aux images occasionnelles des caméras de surveillance. Cette femelle pèse environ 45 kg, soit nettement moins que ses homologues mâles, qui peuvent atteindre 68 kg ou plus. Malgré sa taille modeste, c'est une redoutable prédatrice capable de s'attaquer à des proies bien plus grosses qu'elle. Ses mouvements sont réfléchis et économes. Elle économise son énergie à chaque pas, consciente que des chasses ratées sont synonymes de faim pendant les maigres mois d'hiver. Elle se fige soudain, les muscles tendus. En contrebas, dans une petite clairière entre des bosquets de lechugilla et de créosossiers, un groupe de pécaris est sorti en quête de nourriture dans la fraîcheur matinale. Le puma plisse les yeux, observant le troupeau. Les pécaris se déplacent en groupes familiaux appelés escadrons, et leur habitude de rester vigilants en groupe les rend difficiles à chasser. Les pécaris à collier, nom sous lequel on les appelle communément, se frayent un chemin lentement sur le sol du désert. Dotés d'une vue défaillante mais d'une ouïe et d'un odorat excellent, ils fouillent le sol avec un museau spécialisé, à la recherche des tubercules, bulbes et insectes qui constituent leur régime hivernal. Le pelage sombre et hérissé des pécaris leur offre une isolation essentielle contre les froides nuits du désert. Contrairement aux vrais porcs, ces créatures adaptées au désert ont des origines évolutives totalement distinctes de celles des porcs de l'Ancien Monde. Ce sont des mammifères typiquement américains, dotés d'adaptations spécifiques pour survivre en milieu aride. Le puma observe, calculateur. Les pécaris adultes possèdent des défenses acérées et, en cas de menace, toute la troupe se regroupe, infligeant potentiellement de graves blessures à un prédateur. Le félin doit isoler un individu plus jeune ou plus faible pour avoir une chance raisonnable de réussir sans risquer de se blesser. L'escadron est composé de 8 adultes et de 3 juvéniles. Ils se déplacent avec l'énergie nerveuse caractéristique des proies, se relayant pour se nourrir et observer. Leurs glandes odorantes spécialisées, situées sur le dos et que les humains perçoivent comme une odeur musquée et piquante, leur permet de maintenir la coordination du groupe même lorsque le contact visuel est rompu sur un terrain broussailleux. Le puma entame une traque péniblement lente, profitant de chaque abri disponible. Ses mouvements sont si fluides et réfléchis qu'il semble se déplacer à travers le paysage plutôt que de marcher. Avec une envergure de plus de 2 mètres, l'aigle royal domine le ciel hivernal de Big Bend. Ce n'est pas un visiteur saisonnier mais un résident permanent, même si l'hiver modifie considérablement son comportement et ses habitudes de chasse. Les courants d'air thermique s'élèvent de façon moins prévisible en hiver, ce qui représente un défi même pour ce maître aviateur. Pourtant, l'aigle a su tirer profit de ce changement saisonnier. L'aigle effectue un virage serré, ajustant ses plumes primaires avec une précision microscopique. En contrebas, le paysage se dévoile tel une carte vivante, chaque mouvement, chaque proie potentielle étant visible grâce à ses yeux télescopiques. De cette hauteur,
l'aigle voit environ 8 fois mieux qu'un humain, détectant le mouvement d'un lièvre à près d'1,5 km. L'hiver a poussé de nombreuses espèces à se réfugier à découvert, en quête désespérée de nourriture. Cela crée des conditions de chasse idéales pour l'aigle royal, qui se nourrit principalement de mammifères de taille moyenne à cette saison. Le regard perçant de l'aigle fixe un mouvement dans une petite clairière en contrebas. Un lapin à queue blanche du désert s'est aventuré hors de son abri, à la recherche des jeunes pousses de végétation hivernale. Ignorant le danger, il poursuit son alimentation prudente. L'aigle entame une descente calculée, sans s'engager encore dans l'acte énergivore de la chasse, mais se positionnant pour cette éventualité. Pour les aigles royaux, l'hiver est une saison propice aux opportunités et aux préparatifs. Dès janvier, cet individu et sa partenaire entament leurs vols nuptiaux élaborés avec des parades aériennes spectaculaires de plongeons et de roues. Mais ils doivent entrer dans la saison de reproduction en pleine forme, ce qui implique une chasse fructueuse tout au long des mois d'hiver. La décision est prise en un instant. L'aigle replie partiellement ses ailes et entame un piqué contrôlé. Il accélère rapidement, atteignant des vitesses de plus de 160 km/h en fonçant vers le sol. Au dernier moment, il étend ses puissantes pattes jaunes, serres écartées. L'impact est décisif, ces puissantes serres étant conçues pour exercer une pression de plus de 180 kg par centimètre carré autour du lapin. La chasse est terminée en quelques secondes. D'un battement d'ailes puissant, l'aigle s'élève à nouveau, sa proie assurée. Il portera son repas jusqu'à son perchoir favori, un vieux sapin de Douglas accroché au versant nord d'un haut canyon, à l'abri des vents dominants. Les aigles royaux possèdent de vastes territoires à Big Bend et un couple peut revendiquer jusqu'à 155 km². En hiver, ils défendent vigoureusement ces territoires contre les intrus, car le parc accueille parfois des aigles migrateurs venus du nord, cherchant un refuge temporaire pour échapper aux conditions plus rudes. À l'approche de la fin de l'après-midi, l'aigle retourne à son gîte nocturne, une falaise protégée par un surplomb qui l'abrite des précipitations et du vent. Il y digère son repas et se repose jusqu'à ce que l'aube lui offre de nouvelles occasions de chasse. Contrairement à certains oiseaux qui gonflent leurs plumes et se blottissent pour se réchauffer, l'aigle se tient droit et digne, son plumage dense et son métabolisme efficace lui offrant une isolation suffisante contre le froid nocturne du désert. Les journées d'hiver à Big Bend sont courtes, le soleil se couchant en fin d'après-midi. À mesure que les ombres s'allongent sur le sol du désert, les températures commencent à baisser. Le rythme de la faune change avec ce changement. Les créatures diurnes cherchent refuge et les chasseurs nocturnes se préparent à émerger. Sous l'immense voûte étoilée qui domine ce paysage reculé, la nuit hivernale révèle une autre facette de la diversité de Big Bend. Le parc est réputé pour posséder l'un des ciels nocturnes les plus sombres des États-Unis continentaux. Et sous cette obscurité d'encre, une nouvelle génération de personnages émerge. Le froid atteint son paroxysme quelques heures avant l'aube, descendant souvent bien en dessous de zéro. Tout être vivant doit se doter de stratégies pour affronter cette période difficile. Les plantes du désert contiennent des composés antigel dans leurs tissus. Les petits mammifères se réfugient dans des terriers où la terre les isole. Les reptiles entrent en état de brumation, une dormance hivernale qui leur permet de survivre jusqu'au retour de la chaleur. Ainsi, le rythme de l'hiver se poursuit, jour après jour, tandis que les habitants de Big Bend mettent en œuvre leurs adaptations évolutives pour survivre à la saison des pénuries. Chaque chasse réussie, chaque journée de recherche de nourriture efficace, chaque nuit passée à survivre sans geler ni devenir la proie d'une autre créature est une victoire dans la lutte incessante pour l'existence. Mais le changement est en marche. Presque imperceptibles au début, les jours rallongent progressivement. L'angle du soleil se déplace légèrement. Et au plus profond des plantes comme des animaux, d'anciennes horloges biologiques se préparent à cette transformation imminente. Les premiers signes du printemps arrivent subtilement à Big Bend. Peut-être s'agit-il de quelques degrés de chaleur supplémentaires sous le soleil de février
ou des premières floraisons d'un cactus précoce. Le changement est progressif, mais ses effets se propagent à travers l'écosystème avec une intensité croissante. En mars, la transformation devient indéniable. L'hiver se relâche à mesure que les températures grimpent, déclenchant l'un des événements les plus spectaculaires du calendrier du désert, la floraison des fleurs sauvages. Les bonnes années, lorsque les pluies hivernales ont apporté suffisamment d'humidité, le sol apparemment aride du désert se pare d'une explosion de couleurs. Les soucis jaunes du désert ondulent dans la brise printanière, tandis que l'ocotillo étend ses tiges aux pointes cramoisies vers le ciel, ses petites fleurs rouges attirant les premiers colibris de la saison. Cette explosion florale est brève mais cruciale. Les plantes du désert ont évolué pour achever rapidement leur cycle de reproduction, profitant des conditions favorables avant l'arrivée de l'été caniculaire. Dans les hauteurs des canyons boisés des montagnes Chizos, après des mois d'activité réduite, l'un des mammifères les plus impressionnants de Big Bend se réveille à l'appel du printemps. Un museau noir émerge de l'obscurité, suivi du profil caractéristique d'un ours noir d'Amérique. Cette femelle adulte, pesant environ 90 kg après son jeûne hivernal, hume l'air printanier avec un intérêt évident. Son pelage semble légèrement effiloché après des mois d'inactivité, mais son regard est alerte, observant le monde transformé qui l'entoure. Les ours noirs sont revenus naturellement à Big Bend dans les années 1980, après des décennies d'absence dues à la chasse et à la perte d'habitat. Leur réintroduction représente l'une des plus grandes réussites du parc en matière de conservation. Aujourd'hui, une population stable habite les zones boisées d'altitude, notamment les monts Chizos, où la nourriture et les abris sont les plus abondants. L'ours se déplace avec une grâce surprenante pour sa taille, marchant prudemment parmi les fleurs sauvages du début du printemps, descendant vers un petit suintement d'où l'eau jaillit du flanc de la montagne. Son odorat puissant l'a déjà détecté à 400 mètres. Après des mois de consommation d'eau limitée, la réhydratation est sa priorité absolue. À proximité, une tendre végétation printanière a émergé, avec de jeunes pousses riches en nutriments dont son corps a désespérément besoin après des mois de dépendance aux graisses stockées. Elle parcourt méthodiquement ce buffet de salade naturelle, sélectionnant les options les plus nutritives avec une délicatesse surprenante pour des mâchoires aussi puissantes. Le printemps représente une période de transition cruciale pour les ours noirs de Big Bend. Ayant épuisé une grande partie de leurs réserves de graisse pendant l'hiver, ils doivent maintenant rapidement reconstituer leurs forces. Pour cette femelle, le défi est particulièrement difficile, car elle a donné naissance à 2 oursons pendant la période hivernale de mise bas, et ils restent en sécurité dans leur tanière en attendant son retour. Le régime omnivore de l'ours lui est très utile au printemps. Elle retourne rochers et bûches, révélant insectes et larves qui lui fournissent une source concentrée de protéines. Elle creuse les réserves souterraines de nourriture des rongeurs, déterre des tubercules et récolte les premières baies de la saison. Ses puissantes griffes, qui peuvent paraître redoutables aux yeux des humains, servent principalement d'outils sophistiqués pour creuser et fourrager. Après plusieurs heures de recherche intensive de nourriture, elle remonte le canyon vers sa tanière. À l'intérieur de la tanière, 2 petits oursons, pesant chacun quelques kilos seulement, nés aveugles et sans défense en janvier, attendent. Maintenant, les yeux ouverts et la curiosité grandissante, ils représentent à la fois la plus grande responsabilité de l'ours et l'avenir de la population d'ours de Big Bend. Le lait maternel, enrichi par sa recherche printanière, les nourrira pendant plusieurs semaines encore avant qu'ils ne s'aventurent hors de la tanière. À Big Bend, les ours noirs donnent généralement naissance à des oursons tous les 2 ans, les mères consacrant une énergie débordante à leur éducation. Ces oursons restent avec leur mère pendant environ 17 mois, acquérant des compétences de survie essentielles, spécifiques à cet environnement montagneux désertique unique. Le printemps est une période dangereuse pour les oursons. Si les adultes ont peu de prédateurs naturels dans le parc, les jeunes sont vulnérables aux pumas et à d'autres menaces. La vigilance de la mère ne faiblit jamais, conciliant le besoin de se nourrir abondamment et l'impératif de protéger sa progéniture. À mesure qu'avril avance et que mai arrive, les oursons gagnent en force. La mère ours les emmène alors faire de courtes excursions hors de la tanière, leur apprenant à identifier les sources de nourriture et à se déplacer dans leur habitat montagneux. Pour la mère ours, l'abondance du printemps est fugace et précieuse. Elle doit consommer suffisamment de calories non seulement pour subvenir à ses besoins et produire du lait pour ses oursons en pleine croissance,
mais aussi pour commencer à reconstituer les réserves de graisse qui permettront à la famille de traverser les périodes plus difficiles à venir. Alors que la lumière matinale se répand sur le sol du désert, un cri rauque et puissant résonne parmi les cactus et les buissons de créosote. C'est l'annonce territoriale du troglodyte des cactus, la plus grande espèce de troglodyte de Big Bend et un maître de la vie dans le désert. Perché au sommet d'un grand cactus kola, apparemment insensible aux épines vicieuses qui effrayeraient la plupart des créatures, se tient un oiseau d'environ 20 cm de long. Son plumage supérieur présente un motif complexe de stries brunes et de taches blanches, un camouflage parfait contre les prédateurs, tandis que son dessous présente un motif distinctif de taches sombres sur fond plus clair. Le printemps transforme le comportement du troglodyte des cactus. En hiver, ces oiseaux se concentrent principalement sur leur survie, mais l'arrivée de la saison de reproduction déclenche une activité intense. Il faut défendre son territoire, impressionner ses partenaires et surtout, construire des nids élaborés pour abriter la génération suivante. Le troglodyte mâle sautille avec énergie entre les cactus, effectuant de courts vols bourdonnants qui témoignent de sa vigueur aux femelles présentes. De temps à autre, il s'arrête pour émettre son cri caractéristique, rejetant la tête en arrière et vibrant sous l'effort de sa performance vocale. Contrairement à de nombreux oiseaux qui nichent dans les arbres ou les arbustes, le troglodyte des cactus a évolué pour utiliser les plantes les plus redoutables du désert comme protection pour ses petits. Ses principaux sites de nidification sont les cactus kola et les figuiers de Barbarie, où leur cuirasse hérissée d'épines dissuade la plupart des prédateurs. Près du sommet d'un kola particulièrement robuste, le mâle a déjà commencé la construction d'un nid. Plutôt que la simple forme de coupe appréciée de nombreux oiseaux, le troglodyte des cactus construit une structure élaborée en forme de ballon de football avec une entrée latérale. À l'aide d'herbes sèches, de brindilles et de fibres végétales, il tisse une merveille architecturale qui résistera au vent printanier et offrira une isolation contre les températures extrêmes. Sa compagne le rejoint, apportant une douce plume trouvée sous un mesquite. Ensemble, ils travaillent avec un objectif commun, prenant régulièrement des pauses pour fouiller parmi les rochers et les débris du désert à la recherche d'insectes, d'araignées et de petits fruits qui alimentent leur travail intensif. Le régime alimentaire printanier du troglodyte des cactus révèle son adaptabilité. Bien qu'essentiellement insectivore, cet oiseau complète son apport en protéines avec des fruits de cactus et d'autres plantes du désert qui commencent à produire au printemps. Il boit rarement de l'eau stagnante, tirant l'essentiel de son hydratation de sa nourriture. Une adaptation cruciale à la vie dans le désert où les sources d'eau fiables sont rares. Le nid prend plusieurs jours à se former, les deux oiseaux ajoutant des matériaux et façonnant la structure. L'entrée est orientée à l'opposé des vents dominants, et l'intérieur est tapissé de matériaux plus doux, de duvet végétal, de plumes et même de poils d'animaux ramassés au hasard. Une fois terminé, le nid contiendra une coupelle souple où seront pondus les œufs, entourés d'un espace d'air isolant entre les parois extérieures plus épaisses. Alors que la femelle commence à pondre ses œufs, généralement 3 à 5, rose pâle mouchetés de brun rougeâtre, le mâle poursuit la construction. Contrairement à de nombreuses espèces d'oiseaux, les troglodytes des cactus construisent plusieurs nids sur leur territoire. Certains servent de leurre pour dérouter les prédateurs, tandis que d'autres servent de perchoir où les membres de la famille peuvent s'abriter en cas de mauvais temps ou de nuit froide. À la fin du printemps, les œufs ont éclos et les parents travaillent sans relâche pour nourrir leurs oisillons. Toutes les quelques minutes, l'un d'eux revient au nid, le bec chargé d'insectes tels que grillons, coléoptères, chenilles et araignées, récoltés au sol du désert. Les cris pressants des oisillons incitent leurs parents à chercher constamment de la nourriture. À mesure que le printemps avance, les oisillons grandissent rapidement. 3 semaines après l'éclosion, ils quittent le nid, mais restent dépendants de leurs parents pendant 2 semaines supplémentaires. Leurs premiers vols sont difficiles et brefs, mais ils développent rapidement le vol rapide et direct caractéristique de leur espèce. Alors que le crépuscule adoucit les contours rudes du désert de Chihuahua, de nouveaux acteurs occupent le devant de la scène à Big Bend. Parmi eux, rares sont ceux qui sont aussi élégants et adaptables que le renard gris. Contrairement à son cousin le coyote qui sillonne le parc, le renard gris privilégie les habitats diversifiés où le désert cède la place à la forêt. Cet écotone, frontière entre les communautés écologiques, offre la plus grande variété de proies et d'abris potentiels.
Avec la transformation printanière du paysage, ces zones limites deviennent des terrains de chasse particulièrement riches. Le renard qui s'approche arbore une coloration caractéristique de l'espèce. Le dessus de son corps est principalement gris, les pattes, les flancs et le cou sont brun roux et une bande noire longe sa queue. Plus petit qu'un coyote mais plus grand qu'un renard à queue annelée, le renard gris se déplace avec une rapidité particulière, ses oreilles alertes pivotant constamment pour capter le moindre son. Le renard s'arrête sous un genévrier. Ses moustaches frémissent lorsqu'il réalise le mouvement souterrain des gaufres de poche, l'odeur distinctive d'un serpent à sonnette qui est passé par là quelques heures plus tôt et l'arôme prometteur des baies mûrissantes sur un arbuste voisin. Le printemps apporte des changements radicaux au comportement et au régime alimentaire du renard gris. Principalement carnivore en hiver, l'explosion végétale printanière transforme ce prédateur en omnivore opportuniste. Jusqu'à 25% de son alimentation printanière se compose de fruits, de baies et même de certaines fleurs, complétant ainsi les protéines fournies par les rongeurs, les lapins et les insectes. Un mouvement subtil dans les sous-bois attire l'attention du renard. Avec une patience extraordinaire, il se fige sur place. Quelques minutes s'écoulent avant qu'il ne se mette en action, bondissant avec précision sur un lapin à queue blanche du désert resté immobile, espérant passer inaperçu. Pour les renards gris de Big Bend, le printemps est la saison des mises bas. La plupart des femelles donnent naissance en avril ou en mai, généralement à 3 ou 4 petits après une gestation d'environ 53 jours. Ce moment coïncide avec la période de pointe de la nourriture, maximisant ainsi les chances de survie des jeunes renards dans cet environnement difficile. Le chasseur victorieux transporte sa proie vers un affleurement rocheux où des fissures dans la pierre créent des crevasses naturelles. Contrairement à la plupart des canidés, les renards gris possèdent des griffes semi-rétractiles et une remarquable aptitude à l'escalade. Ils vivent souvent dans des crevasses rocheuses, des troncs creux, voire des structures humaines abandonnées. Mais, plus surprenant encore, ils peuvent grimper aux arbres pour échapper aux menaces ou accéder à des sources de nourriture supplémentaires comme des œufs d'oiseaux ou des fruits. À l'entrée de la tanière, le renard est accueilli par sa partenaire et ses 3 petits, âgés d'environ 3 semaines. Nés aveugles et sans défense, ils sont curieux et énergiques, les yeux ouverts et la motricité se développent rapidement. Ils se rassemblent autour du chasseur qui revient, leur jappement aigu traduisant leur excitation à la perspective d'un repas. Les 2 parents participent à l'éducation des petits, le parent non-chasseur gardant la tanière tandis que l'autre se nourrit. Cette collaboration parentale augmente les chances de survie des petits dans un environnement où les menaces abondent, du grand-duc d'Amérique à l'aigle royal, en passant par le coyote et le puma. En dévorant leur repas, les louveteaux attaquent le lapin avec leurs dents acérées comme des aiguilles, et ils apprennent aussi. À la fin du printemps, ils commenceront à accompagner leurs parents lors de courtes expéditions de chasse, leur apprentissage devenant de plus en plus pratique. Les renards gris vivent généralement de 6 à 8 ans à l'état sauvage, et chaque saison de reproduction réussie représente une nouvelle génération adaptée aux défis spécifiques de Big Bend. Leur remarquable polyvalence alimentaire, puisqu'ils consomment de tout, des sauterelles aux baies de genièvre, des souris aux charognes, leur permet de prospérer là où des prédateurs plus spécialisés pourraient avoir du mal. Alors que la nuit tombe sur le désert, la famille de renards s'installe dans sa tanière. Les parents alternent les tâches de chasse tout au long de la nuit, profitant des températures plus fraîches et de l'activité des proies nocturnes. Alors que le printemps touche à sa fin, l'explosion de vie à Big Bend commence à ralentir. Les tapis de fleurs sauvages qui ont transformé le sol du désert s'estompent à mesure que les températures grimpent. Les plantes qui ont achevé leur cycle de vie durant cette brève période existent désormais principalement sous forme de graines, attendant, en dormance, les conditions favorables de l'année suivante. Le Rio Grande, gonflé par le ruissellement printanier, commence à se retirer pour retrouver son débit habituel. Les oiseaux migrateurs qui s'étaient arrêtés pour se reposer et se ravitailler dans les habitats diversifiés du parc poursuivent leur migration vers le nord. Et à travers le paysage, un subtil changement se produit alors que l'écosystème se prépare à son plus grand défi annuel. Les premiers jours vraiment chauds arrivent, avec des températures dépassant les 38 degrés Celsius en basse altitude. L'air devient de plus en plus sec, absorbant l'humidité du sol, des plantes et des animaux.
La douce transition du printemps laisse place à la dure réalité de l'été. La saison des extrêmes est sur le point de commencer. L'été s'abat sur le parc national de Big Bend avec une intensité implacable. En juin, les températures diurnes dans le désert dépassent fréquemment les 43 degrés Celsius, transformant le paysage en un véritable creuset de chaleur et d'aridité. La vie abondante qui a fleuri au printemps est maintenant confrontée à la plus rude épreuve de la nature. L'eau devient la monnaie de la vie durant ces mois rigoureux. Chaque créature, du plus petit scorpion au plus grand mammifère, doit trouver des stratégies pour acquérir et préserver cette précieuse ressource. Les plantes du désert, si éclatantes quelques semaines auparavant, entrent désormais en dormance, leur métabolisme ralentissant considérablement pour survivre jusqu'aux prochaines pluies. Le Rio Grande continue de couler, bien qu'à un niveau réduit, créant un ruban vert et vivant qui serpente à travers le paysage aride. Sources et suintements disséminés dans le parc deviennent des lieux de rassemblement essentiels, attirant la faune sauvage à des kilomètres à la ronde. Ici, prédateurs et proies se livrent à une danse délicate, le besoin d'eau prenant temporairement le pas sur l'instinct de sécurité. Dans les hautes terres des monts Chizos, les conditions restent un peu plus clémentes. À plus de 1500 mètres d'altitude, les températures peuvent être de 15 à 20 degrés plus fraîches qu'au fond du désert. Cela crée un refuge pour les espèces qui ne supportent pas la chaleur extrême, ce qui entraîne des migrations estivales distinctes au sein même du parc. L'été à Big Bend n'est pas seulement chaud, il est transformateur. Le paysage prend des allures quasi lunaires, avec des nuances de brun et de brun clair dominant là où dominaient autrefois les couleurs printanières. Pourtant, même en cette saison d'extrême, la vie persiste grâce à des adaptations remarquables. Aux premières heures de l'aube, lorsque le désert se rafraîchit brièvement après la chaleur accablante de la veille, une forme sinueuse glisse sur le sol sablonneux. Chaque mouvement est délibéré, économisant une énergie précieuse dans un environnement où le gaspillage peut être fatal. Le motif en losange caractéristique de son dos identifie ce reptile d'1 mètre de long comme un crotal diamantin de l'Ouest, l'un des résidents estivaux les mieux adaptés de Big Bend. Contrairement aux mammifères et aux oiseaux qui ont lutté contre la chaleur estivale, ce reptile est entré dans sa période de plus grande activité. Le diamantin est ectotherme. Sa température corporelle est régulée non pas par des processus internes, mais par des alternances entre soleil et ombre. La chaleur estivale, qui met tant de créatures à l'épreuve, offre des conditions optimales à ce prédateur sophistiqué. Le serpent marque une pause, agitant rapidement sa langue pour goûter l'air. Cet organe sensoriel remarquable collecte les particules chimiques et les transmet à l'organe de Jacobson, situé au palais, permettant ainsi au serpent de goûter l'environnement. Alors que le ciel oriental s'éclaircit à l'approche de l'aube, le serpent à sonnette repère un lieu propice à une embuscade près d'une piste de petit animal. Il enroule son corps musclé, adoptant sa position d'attaque caractéristique, son cou et sa tête formant un S. Si nécessaire, il peut rester immobile pendant des jours, conservant son énergie jusqu'à ce que le moment idéal arrive. L'été apporte des changements dans la stratégie de chasse du serpent à dos diamantin. Alors que les créatures diurnes déplacent de plus en plus leur activité vers la nuit pour échapper à la chaleur, le serpent s'adapte en conséquence. S'il peut chasser pendant la journée pendant les saisons plus fraîches, l'été le voit plus actif au crépuscule et pendant la nuit, lorsque les proies sont abondantes et les températures plus clémentes. Les heures passent et le soleil monte plus haut. Le serpent reste parfaitement immobile, sa température corporelle augmentant avec la chaleur ambiante. Contrairement à un mammifère qui devrait chercher l'ombre sous peine d'insolation, le serpent à sonnette fonctionne de manière optimale à des températures qui seraient fatales aux créatures à sang chaud. Son cerveau reste vif, ses réflexes préparés pour le bref instant d'action explosive qui déterminera le succès ou l'échec. Le mouvement attire l'attention du serpent, mais pas visuellement car sa vision est principalement adaptée à la détection des mouvements plutôt que des détails, mais plutôt aux vibrations du sol. Un rat kangourou du désert s'approche, avançant de sa démarche sautillante caractéristique. Le petit mammifère s'arrête périodiquement pour scruter la surface du sol, mais le camouflage du crotal le rend presque invisible sur le substrat désertique. L'attaque se déroule avec une rapidité étonnante. De l'immobilité absolue à l'attaque mortelle, il faut moins d'une demi-seconde. Les crocs, normalement repliés contre le palais, pivotent vers l'avant sur des os articulés. Ils s'enfoncent dans le rat kangourou, délivrant une dose précise de venin par des canaux creux avant de se retirer.
L'attaque est complète avant que le corps du serpent à sonnette ne soit complètement déroulé. Plutôt que de poursuivre sa proie blessée, le rat diamantin retourne en position recroquevillée et attend. Le venin, un cocktail complexe d'enzymes, de neurotoxines et d'hémotoxines, commence immédiatement son action. En quelques minutes, le rat kangourou succombe, après avoir parcouru une courte distance depuis le point d'impact. Grâce à sa langue fourchue, le crotale localise le corps du rat kangourou. Contrairement à de nombreux prédateurs qui déchiquettent leur nourriture, les serpents consomment leurs proies en entier. Les mâchoires du rat kangourou, reliées par des ligaments élastiques plutôt que par des articulations rigides, se déplient pour accueillir le repas. Des rangées de dents recourbées saisissent la proie, tandis que des contractions musculaires l'attirent plus profondément dans le tube digestif. Ce seul repas, équivalent à environ 40% du poids du serpent, lui permet de se nourrir pendant des semaines, une adaptation cruciale à la réalité du désert, marquée par l'abondance et la famine. Son système digestif réagit avec une efficacité remarquable, sécrétant de puissantes enzymes qui dissolvent même les os et la fourrure, extrayant ainsi un maximum de nutriments et d'eau de ses proies. Après s'être nourri, le crotale diamantin de l'Ouest cherche un abri contre la chaleur croissante. Contrairement à de nombreuses espèces de crotales qui utilisent des terriers de rongeurs, celui-ci se glisse sous un gros rocher plat qui absorbe la chaleur pendant la journée tout en offrant de l'ombre. Il y restera pendant les heures les plus chaudes, digérant son repas à l'abri des prédateurs et du soleil brûlant. Le soir, la roche libère la chaleur accumulée, créant un microclimat chaud qui facilite la digestion du serpent pendant la nuit fraîche du désert. Cette thermorégulation comportementale représente un autre niveau d'adaptation aux fluctuations extrêmes de température caractéristiques des étés désertiques. Les crotales diamantins de l'Ouest s'accouplent généralement au printemps. Les femelles donnent naissance à leurs petits à la fin de l'été ou au début de l'automne, après les avoir portés pendant environ 4 mois. Contrairement aux serpents ovipares, les crotales sont ovovivipares, ce qui signifie que les œufs restent dans le corps de la mère jusqu'à leur éclosion. Les petits naissent alors complètement formés et immédiatement indépendants. Cette adaptation protège la progéniture en développant des rigueurs de l'environnement extérieur pendant la saison la plus difficile. En tant que l'un des principaux prédateurs de Big Bend, le diamantin occidental joue un rôle écologique crucial en contrôlant les populations de rongeurs. Alors que le soleil disparaît à l'horizon occidental et que les premières étoiles apparaissent dans le ciel qui s'assombrit, l'un des phénomènes naturels les plus spectaculaires commence à se dérouler le long du Rio Grande. Des formes sombres émergent des entrées de grottes à travers les canyons calcaires. Ce sont des chauves-souris mexicaines à queue libre, en route pour leur exode nocturne. Chaque individu pèse à peine 15 grammes et a une envergure d'environ 30 cm. Pourtant, collectivement, elles forment l'une des plus grandes congrégations de mammifères sur Terre. En été, les colonies de Big Bend peuvent compter des centaines de milliers d'individus, leur émergence synchronisée créant un tourbillon qui s'étend sur des kilomètres dans le ciel qui s'assombrit. L'été transforme Big Bend en un habitat idéal pour ces créatures remarquables. La chaleur intense provoque une prolifération d'insectes nocturnes tels que moustiques, coléoptères, papillons de nuit, et surtout des nuisibles agricoles provenant de fermes situées à des kilomètres de là. Cette richesse en protéines motive la migration annuelle des chauves-souris du centre du Mexique vers le sud-ouest des États-Unis, notamment vers les canyons protégés de Big Bend. Une chauve-souris femelle s'élance de l'entrée de la grotte, retombant brièvement avant que ses ailes n'atteignent l'air chaud du soir. Son corps profilé, parfaitement adapté au vol soutenu, fend l'atmosphère avec une résistance minimale. Contrairement aux oiseaux, qui déploient leurs plumes pour voler, l'aile de la chauve-souris est constituée d'une fine membrane tendue entre les os allongés des doigts, ce qui lui confère un contrôle précis et une remarquable maniabilité. Le nom de la chauve-souris à queue libre vient de sa queue distinctive, qui dépasse la membrane caudale, une caractéristique inhabituelle qui pourrait améliorer la direction lors des vols à grande vitesse. Et à grande vitesse, ces chauves-souris volent régulièrement à 96 km/h pour se rendre à leurs aires d'alimentation, certains individus dépassant les 160 km/h en ligne droite, ce qui en fait potentiellement les mammifères volant horizontalement les plus rapides de la planète. À mesure que l'obscurité s'épaissit, la chauve-souris grimpe jusqu'à son altitude de croisière, atteignant souvent 3000 mètres ou plus au-dessus du sol du désert. Elle rejoint alors un vaste fleuve aérien de son espèce, s'étendant sur le paysage à la recherche d'essaims d'insectes.
Grâce à l'écholocation, le système de sonar biologique qui permet aux chauves-souris de percevoir leur environnement par le son, elle peut détecter un insecte de la taille d'un moustique à plusieurs mètres de distance. Chaque chauve-souris consomme environ son poids en insectes chaque nuit, soit plus de 1000 proies de la taille d'un moustique. Avec des centaines de milliers de chauves-souris émergeant chaque nuit des grottes de Big Bend, leur impact écologique est considérable. Les scientifiques estiment que la population de chauves-souris à queue libre du Mexique dans la région consomme plus de 250 tonnes d'insectes chaque nuit d'été. L'été à Big Bend n'est pas seulement une saison d'alimentation pour ces chauves-souris, c'est aussi une saison de reproduction. La plupart des femelles arrivent déjà enceintes, après s'être accouplées avant d'entamer leur migration. En juin, chacune donne naissance à un seul petit dans de vastes colonies de reproduction au plus profond de grottes sélectionnées. Ces gîtes de maternité deviennent des centres d'activité essentiels, où des milliers de mères se regroupent pour se protéger et se réchauffer. À l'intérieur d'une de ces grottes, la colonie de la nurserie bourdonne d'activité. Les petits se regroupent en groupes denses au plafond, leur chaleur corporelle combinée créant un microclimat chaleureux dans cette grotte par ailleurs fraîche. Lorsqu'une mère revient de la tétée, elle doit localiser sa progéniture parmi des milliers de petits presque identiques. Un exploit accompli grâce à une combinaison de mémoire spatiale et de reconnaissance vocale. Chaque couple mère-petit échange des cris distinctifs qui leur permettent de s'identifier dans cette nurserie bondée et chaotique. Les petits grandissent à une vitesse étonnante, doublant leur poids de naissance en 3 semaines. À 1 mois, ils commencent à développer leurs aptitudes au vol, s'exerçant en toute sécurité dans la grotte avant de rejoindre les adultes pour des vols de recherche de nourriture. Ce développement rapide est essentiel car, à la fin de l'été, ils doivent être capables d'effectuer la longue migration de retour vers les territoires d'hivernage au Mexique. La femelle termine son circuit alimentaire, après avoir parcouru jusqu'à 80 km depuis son gîte diurne. Elle doit maintenant regagner sa grotte, parmi les innombrables caractéristiques similaires de la topographie complexe du canyon. Elle accomplit cet exploit remarquable grâce à une combinaison d'écholocation, de repères visuels et peut-être même de détection du champ magnétique terrestre, ce qui fait d'elle l'une des navigatrices les plus sophistiquées de la nature. En approchant de l'entrée de la grotte, elle ralentit brièvement, puis replie partiellement ses ailes, ce qui lui permet de tomber littéralement dans l'étroite ouverture à une vitesse qui lui serait fatale sans un timing parfait. À l'intérieur, elle navigue dans l'obscurité totale grâce à l'écholocation pour éviter les collisions dans cet espace encombré. Le succès estival de la chauve-souris à queue libre du Mexique à Big Bend illustre l'efficacité biologique à son paroxysme. En migrant de façon saisonnière pour profiter des proliférations d'insectes, en se reproduisant en groupe pour une meilleure protection et en développant des capacités de vol sophistiquées qui minimisent les dépenses énergétiques, ces chauves-souris démontrent comment la spécialisation peut créer des opportunités écologiques extraordinaires. Il est midi en juillet, et le sol du désert de Big Bend flamboie sous un soleil de plomb. La température a dépassé les 43 degrés Celsius, créant des conditions qui défient les limites de la physiologie des mammifères. La plupart des créatures se sont réfugiées dans le moindre abri. Dans les épais buissons de mesquite et de créosote, le moindre mouvement révèle des animaux encore actifs, même sous une chaleur accablante. Une bande de pécaris se déplace lentement dans les broussailles. Ces mammifères au corps en forme de tonneau, lointains cousins des cochons mais originaires des Amériques, font preuve d'une tolérance à la chaleur que peu d'autres mammifères peuvent égaler. Là où même les coyotes et les renards du désert doivent se retirer aux heures les plus chaudes, les pécaris poursuivent leurs activités quotidiennes de survie. La bande compte une quinzaine d'individus, un mélange de mâles adultes, de femelles et de juvéniles d'âge divers. Malgré leur apparence porcine, avec leur corps trapu et leur museau allongé, les pécaris représentent une famille distincte qui s'est séparée des vrais porcs il y a des millions d'années. Leur nom vient de l'espagnol javelot, en référence à leurs défenses acérées, bien que celles-ci soient principalement utilisées pour la défense et la recherche de nourriture plutôt que pour l'agression. La matriarche du groupe, une femelle expérimentée au museau grisonnant, conduit le groupe vers une source d'eau saisonnière, une source qui suinte même sous l'emprise de l'été. Ses mouvements sont réfléchis, préservant une précieuse énergie dans la chaleur torride. Les poils grossiers poivre et sel qui recouvrent son corps semblent clairsemés comparés à l'hiver, une adaptation qui facilite le refroidissement grâce aux glandes sudoripares limitées de son dos. L'été modifie radicalement le comportement des pécaris.
Pendant les saisons plus fraîches, ils peuvent être actifs toute la journée. Mais la chaleur extrême de l'été les oblige à devenir plus crépusculaires, concentrant leur activité à l'aube, au crépuscule et la nuit, avec des déplacements limités aux heures les plus chaudes. Lorsqu'ils doivent se déplacer en milieu de journée, ils utilisent les caractéristiques de leur habitat qui leur offrent un maximum d'ombre et de fraîcheur. La bande s'approche du point d'eau avec une prudence évidente. En été, les sources d'eau deviennent des lieux de rassemblement pour prédateurs et proies, créant un danger potentiel. Au bord de l'eau, des traces claires révèlent les passages récents de coyotes, de lynx roux et de nombreuses petites créatures. Les pécaris se relaient pour boire, certains individus restant toujours vigilants, leur mauvaise vue compensée par une ouïe excellente et un odorat très développé. Après avoir bu, les pécaris ne partent pas immédiatement. Plusieurs individus pivotent leur corps pour exposer leur dos au soleil, puis commencent à creuser de légères dépressions dans le sol humide près du suintement. Un par un, ils s'enfoncent dans ces marécages improvisés, s'enduisant de boue fraîche qui, en séchant, leur servira de crème solaire naturelle et d'insectifuge. Cette adaptation comportementale les aide à réguler leur température corporelle pendant les heures les plus chaudes de la journée. L'été présente à la fois des défis et des opportunités pour la population de pécaris de Big Bend. Si la chaleur et l'aridité engendrent un stress physiologique, l'été marque aussi la maturation de leur nourriture préférée, les fruits de divers cactus, notamment le figuier de Barbarie. Ces tons rouges vifs leur fournissent non seulement des nutriments, mais aussi une hydratation importante, complétant ainsi leur apport en eau lorsque les sources d'eau potable se font rares. S'éloignant du suintement, le groupe découvre un dense peuplement de figues de Barbarie chargées de fruits mûrs. Leurs bouches spécialisées sont dotées de coussinets robustes qui résistent aux perforations, leur permettant de naviguer parmi les épines acérées avec une délicatesse surprenante. Parfois, les individus plus petits se dressent sur leurs pattes arrière pour atteindre les fruits plus hauts, faisant preuve d'un équilibre et d'une coordination remarquables pour des créatures aussi trapues. Les pécaris entretiennent des structures sociales complexes, les bandes étant généralement composées d'individus apparentés qui partagent ressources et tâches de protection. Les conditions climatiques difficiles de l'été intensifient ces liens, la coopération devenant essentielle pour trouver les ressources dispersées et les défendre contre la concurrence. Leurs glandes odoriférantes musquées, situées sur leur dos, produisent cette odeur caractéristique et permettent aux membres du groupe de se reconnaître. La capacité des pécaris à résister aux extrêmes estivaux de Big Bend témoigne d'une approche d'adaptation au désert différente de la spécialisation nocturne des chauves-souris ou de l'avantage ectothermique du crotal. Grâce à leur flexibilité comportementale, leur coopération sociale et leur tolérance physiologique, ces mammifères ont réussi à survivre dans un environnement qui pousse de nombreuses autres espèces à migrer ou à estiver. À l'approche du soir, et à mesure que les températures commencent à baisser, la bande redevient plus active. Elle se nourrit toute la nuit, profitant des températures plus fraîches pour reconstituer ses réserves d'énergie épuisées par le stress thermique de la journée. Ces silhouettes sombres se déplacent dans le paysage désertique. À mesure qu'août laisse place à septembre, de subtils changements commencent à apparaître dans les paysages variés de Big Bend. La chaleur accablante s'atténue progressivement, même si les températures diurnes restent élevées. La mousson d'été apporte des orages épars dans le parc, des averses brèves mais intenses qui provoquent des inondations éphémères dans des zones habituellement sèches. Les premiers oiseaux migrateurs apparaissent, leur voyage coïncidant avec la période entre les chaleurs extrêmes de l'été et le froid de l'hiver. Les graines produites pendant la brève période de croissance printanière dorment désormais dans le sol, attendant des conditions favorables à leur germination. Dans tout le parc, plantes et animaux réagissent aux variations d'angle du soleil et au raccourcissement progressif des jours. Une nouvelle saison approche, moins spectaculaire que l'explosion de vie du printemps ou le défi brutal de l'été, mais essentielle au cycle annuel qui façonne l'écologie de Big Bend depuis des millénaires. L'automne, avec ses températures modérées et son caractère transitoire, arrive pour combler les extrêmes et préparer l'écosystème au retour de l'hiver. À mesure que septembre s'installe en octobre, le parc national de Big Bend connaît sa plus subtile transformation saisonnière. Contrairement aux chutes de neige spectaculaires qui annoncent l'arrivée de l'automne dans les paysages nordiques ou au spectaculaire feuillage des forêts décidues de l'Est, l'automne dans le désert arrive avec des signaux plus discrets. L'automne à Big Bend est une saison d'équilibre et de transition. La chaleur accablante de l'été s'estompe, mais le froid de l'hiver reste lointain.
Les températures diurnes oscillent généralement entre 20 et 27 degrés Celsius, tandis que les nuits se rafraîchissent progressivement, descendant souvent jusqu'à 4 degrés Celsius fin octobre. Ce climat tempéré crée des conditions idéales pour la faune et les visiteurs. Pour les divers habitants du parc, l'automne représente une période cruciale. Les survivants de l'été ont désormais la possibilité de récupérer, de constituer des réserves de graisse et de se préparer aux défis de l'hiver qui approche. Les conditions relativement stables permettent une augmentation des déplacements, de l'alimentation et, dans certains cas, de la reproduction, programmée pour coïncider avec cette période de modération météorologique. Partout dans le parc, des signes subtils annoncent l'arrivée de l'automne. En altitude, des peuplements isolés d'arbres à feuilles caduques, tels que des érables à grandes dents, des chênes gris et des trembles, affichent des changements de couleurs modestes mais magnifiques. Le long du Rio Grande, les peupliers entament leur transformation dorée. Et à travers les différentes altitudes, les espèces résidentes et migratrices réagissent aux changements de conditions. En cette saison d'équilibre et de préparation, les animaux démontrent différentes stratégies pour capitaliser sur les opportunités de l'automne avant que l'hiver ne revienne pour tester à nouveau leur résilience. Dans la lumière dorée d'un matin d'octobre, un mouvement s'installe à l'orée d'une petite prairie, dans les hauteurs des monts Chizos. Un cerf de Virginie mâle s'avance prudemment hors de la couverture protectrice de pins et de chênes, ces magnifiques bois étant maintenant à leur apogée après des mois de croissance. Il s'arrête, tâtant l'air à la recherche d'odeurs de danger ou d'opportunités, avant de s'engager dans l'espace ouvert. Le cerf de Virginie est l'un des grands mammifères les plus adaptables de Big Bend, occupant des habitats allant des couloirs fluviaux aux forêts de montagne. Pendant la chaleur estivale, il limite ses déplacements aux heures plus fraîches et aux altitudes plus élevées, mais les températures modérées de l'automne lui permettent d'étendre son territoire et ses périodes d'activité. Pour le mâle adulte que nous observons, ce changement saisonnier coïncide avec l'événement annuel le plus important de sa vie, le rut, ou saison de reproduction. Son apparence a radicalement changé depuis le printemps. Son pelage d'été roux a été remplacé par un pelage d'hiver plus épais, brun-gris, conçu à la fois pour l'isolation et le camouflage. Plus particulièrement, ces bois, qui ont commencé à pousser au printemps, ont atteint leur plein développement grâce à des structures veloutées et gorgées de sang. Le velours a été gratté contre les arbres et les arbustes, révélant des os polis qui servent à la fois d'objets d'art et d'armes potentielles. Le cerf s'approche d'un petit genévrier dont les branches basses sont à la hauteur idéale. Il baisse la tête et commence à frotter vigoureusement ses bois contre le bois aromatique. Ce comportement a de multiples fonctions, notamment le renforcement des muscles du cou en prévision des confrontations avec les mâles rivaux, le dépôt d'odeur par les glandes frontales et la création de marqueurs territoriaux visibles que les autres cerfs reconnaîtront. L'automne modifie radicalement le comportement des cerfs de Virginie, en particulier celui des mâles. L'impératif biologique de reproduction transforme ces créatures habituellement prudentes et solitaires en compétiteurs audacieux, prêts à dépenser une énergie débordante pour s'accoupler. Le cou du cerf s'est épaissi, et son langage corporel témoigne d'une confiance nouvelle, malgré la perte d'une partie des réserves de graisse accumulées lors de l'alimentation estivale. Un mouvement subtil à l'extrémité du pré attire l'attention du mâle. Une biche et son faon presque adulte sortent du bois, broutant la végétation mixte du pré. Le mâle change aussitôt de posture, étirant son cou vers l'avant et retroussant sa lèvre supérieure, une réaction caractéristique qui lui permet de mieux analyser les phéromones présentes dans l'air. Bien que la biche ne soit pas encore en chaleur, son statut reproducteur va bientôt changer et le mâle est désormais entièrement concentré sur sa présence lorsque ce moment arrivera. L'automne offre une opportunité nutritionnelle aux cerfs de Big Bend. Le stress thermique de l'été est passé, mais les plantes conservent encore une grande partie de leur valeur nutritive avant la dormance hivernale. Les cerfs de Virginie sont des brouteurs plutôt que des brouteurs, préférant les feuilles, les brindilles et les fruits des plantes ligneuses aux graminées. Le mâle se déplace méthodiquement en bordure de prairie, sélectionnant les options les plus nutritives avec une sélectivité surprenante pour un animal de cette taille. Au fil de la journée, le cerf rencontre un rival potentiel, un mâle légèrement plus jeune, au bois plus petit mais néanmoins impressionnant. S'ensuit un rituel plus qu'un combat. Les deux se tournent en rond, présentant leur bois dans diverses postures qui expriment leur taille et leur force.
Des grognements et des coups de sabots occasionnels ponctuent cette démonstration empreinte de testostérone. Après quelques minutes, le plus jeune cédait le territoire et se retirait dans les bois sans confrontation physique. Ces rencontres rituelles jouent un rôle important dans l'évolution. Bien que des combats acharnés puissent survenir, surtout lorsque les mâles sont de force égale, la domination s'établit principalement par parade plutôt que par combat. Cela permet d'économiser une énergie précieuse et de réduire les risques de blessures pendant une saison où une condition physique optimale est essentielle au succès de la reproduction. Les habitudes automnales des cerfs de Virginie reflètent leur adaptation aux conditions spécifiques de Big Bend. Contrairement aux populations nordiques qui doivent constituer d'importantes réserves de graisse pour survivre aux hivers rigoureux, le climat hivernal tempéré du parc leur permet de continuer à se nourrir toute l'année. Ils peuvent ainsi consacrer davantage d'énergie à la reproduction en automne. Les mâles se concentrent sur la compétition et les femelles planifient leur gestation pour aligner le développement des faons sur l'abondance nutritionnelle du printemps. À mesure que l'après-midi se transforme en soirée, la vigilance du mâle s'intensifie. L'automne est non seulement la saison de reproduction, mais aussi la saison de chasse pour le prédateur suprême du parc, le puma. Ces puissants félins se concentrent souvent sur les cerfs comme proie principale, et un mâle préoccupé par la compétition reproductive peut devenir plus vulnérable à la prédation. La sélection naturelle a créé un équilibre complexe où l'envie de se reproduire doit être tempérée par une prudence suffisante pour survivre. Près de la lisière du pré, le cerf se fige soudain, percevant quelque chose d'invisible. Après un moment de tension, il bondit dans la forêt avec cette démarche raide et cette queue blanche flamboyante qui donne son nom à son espèce. Ce signal, semblable à un drapeau, signale le danger aux autres cerfs et peut perturber les prédateurs quant à sa trajectoire de fuite. La menace passe, peut-être une fausse alerte ou un prédateur qui choisit de ne pas poursuivre, et le cerf reprend son broutage dans une zone plus abritée. Sa journée se poursuit dans cet équilibre entre alimentation, patrouille territoriale et vigilance. À mesure que l'automne avance, son alimentation s'intensifie pour reconstituer les réserves d'énergie épuisées pendant le rut, en prévision des défis de l'hiver à venir. Le succès du cerf de Virginie à Big Bend démontre l'importance d'une flexibilité comportementale saisonnière. En adaptant leurs habitudes d'activité, leur période de reproduction et leurs besoins métaboliques au rythme saisonnier unique du parc, ces ongulés adaptables se sont imposés comme l'un des grands mammifères les plus performants dans cet environnement difficile. Alors que la lumière du jour décline dans le ciel d'octobre, la transition entre le jour et la nuit s'amorce dans les forêts de Big Bend. Tandis que de nombreuses créatures s'installent dans leurs nids et terriers pour la nuit, d'autres se préparent à leur période d'activité. Parmi ces spécialistes nocturnes, rares sont ceux qui sont aussi parfaitement camouflés et aussi efficacement conçus que le petit duc maculé. Au creux d'un vieux peuplier, le long du lit d'un ruisseau asséché, une petite silhouette apparaît à l'entrée d'une cavité naturelle. Pas plus grand qu'un rouge-gorge, mais considérablement plus robuste, le petit duc des montagnes observe son environnement avec d'énormes yeux jaunes qui semblent disproportionnés par rapport à son corps compact. Son plumage, un motif complexe de rayures grises et brunes imitant l'écorce des arbres, le rend presque invisible lorsqu'il est pressé contre le tronc. Pour ce petit prédateur, l'automne apporte des changements importants de comportement et d'opportunité. Les températures modérées permettent de chasser confortablement toute la nuit, sans subir la perte d'énergie due au froid ou à la chaleur extrême. Plus important encore, la saison favorise les déplacements des proies. Les rongeurs et les insectes se préparent à l'hiver en intensifiant leurs activités de recherche de nourriture et de stockage. Le hibou cligne lentement des yeux, ses membranes recouvrant brièvement ses yeux remarquables, capables de voir dans des conditions de luminosité environ 100 fois inférieures à celles requises par la vision humaine. Son disque facial rond, encadré de minuscules touffes auriculaires qui donnent son nom à l'espèce, fonctionne comme un appareil sophistiqué de captation sonore, dirigeant le moindre bruissement vers des orifices auriculaires positionnés de manière asymétrique sur son crâne, une adaptation permettant une localisation tridimensionnelle précise des sources sonores. D'une légère poussée de ses pattes puissantes, le hibou s'envole silencieusement. Contrairement à la plupart des oiseaux dont les battements d'ailes créent un bruit considérable, les hiboux possèdent des plumes adaptées qui les isolent efficacement.
Leurs plumes primaires, dentelées en forme de peigne, brisent les turbulences de l'air tandis que le velours recouvrant la surface supérieure des ailes absorbe le peu de bruit restant. Cette discrétion acoustique, combinée à une vision nocturne exceptionnelle, en fait l'un des chasseurs nocturnes les plus efficaces de la nature. Au sommet d'un gros rocher, une silhouette distinctive apparaît. Une forme reconnaissable entre toutes à sa longue queue, à la crête hirsute et au bec pointu et recourbé. Le grand géocoucou surveille son territoire de ses yeux vifs et intelligents. Peu d'oiseaux incarnent aussi parfaitement l'esprit du désert du sud-ouest que le géocoucou. Cette créature remarquable, membre de la famille des coucous, a développé des adaptations spécifiques qui lui permettent de prospérer dans des environnements arides, là où d'autres oiseaux de taille similaire peineraient à survivre. Mesurant près de 60 cm du bec à l'extrémité de la queue et arborant une empreinte distinctive en forme de X que les peuples autochtones utilisaient autrefois comme symbole sacré pour éloigner le mal, le géocoucou allie une apparence saisissante à des adaptations comportementales remarquables. Pour les géocoucous de Big Bend, l'automne apporte un répit bienvenu face aux températures extrêmes de l'été et crée des conditions idéales pour leur mode de vie particulièrement actif. Bien que capables de voler, ces oiseaux préfèrent courir, atteignant des vitesses allant jusqu'à 32 km/h en terrain découvert, une adaptation qui leur permet de conserver une précieuse humidité, perdue par le halètement associé à un vol prolongé dans le désert. Le géocoucou descend de son poste d'observation par une série de sauts rapides et précis. Au sol, sa véritable nature se révèle, un mélange d'énergie infatigable et de patience calculée. Son mouvement, presque reptilien, s'élance puis se fige, la tête penchée pour détecter le moindre mouvement dans la végétation environnante. Sa longue queue lui sert à la fois de contrepoids et de gouvernail, lui permettant les virages serrés et les arrêts brusques nécessaires à la poursuite de proies insaisissables. Doté d'une vue perçante et de réflexes rapides comme l'éclair, le géocoucou est un redoutable prédateur. Il chasse principalement des lézards, des insectes, des petits mammifères et même d'autres oiseaux. Il lui arrive de s'attaquer à des proies dangereuses comme des serpents venimeux et des scorpions, les éliminant d'une série de coups rapides et bien placés. Ce régime alimentaire opportuniste combiné à une locomotion économe en énergie lui confère un avantage dans un contexte marqué par la rareté. Alors que le soleil monte, le géocoucou poursuit sa patrouille. Il marque une brève pause, les ailes levées pour exposer des zones sombres de sa peau dorsale, absorbant la chaleur du soleil pour réguler sa température corporelle. Plus qu'une simple icône excentrique du sud-ouest, le grand géocoucou est un maître de l'adaptation, un exemple vivant de l'ingéniosité de l'évolution. Dans un monde d'extrêmes, il ne se contente pas de survivre, il prospère, alliant vitesse, intelligence et instinct pour s'imposer dans l'impitoyable paysage désertique. Au cœur du désert, où la survie est une négociation quotidienne, le géocoucou ne court pas seulement pour se nourrir ou se protéger, mais comme mode de vie. Si le parc national de Big Bend existe aujourd'hui en tant que zone sauvage protégée, c'est en grande partie grâce aux décisions humaines visant à préserver ce paysage extraordinaire pour les générations futures. Pourtant, la relation de l'homme avec cette terre remonte à des milliers d'années, une histoire complexe de coexistence harmonieuse et d'exploitation destructrice. Les peuples autochtones ont habité cette région pendant des millénaires avant l'arrivée des Européens, développant des adaptations sophistiquées à la vie dans le désert. Des vestiges archéologiques révèlent leurs déplacements saisonniers, leurs pratiques de chasse et leur utilisation de plantes indigènes, témoignant d'une connaissance écologique approfondie qui a permis une existence durable dans cet environnement difficile. L'arrivée des colons européens a entraîné des changements radicaux. L'élevage intensif a introduit du bétail non indigène, modifiant ainsi la végétation. L'exploitation minière a extrait des ressources tout en laissant des traces dans le paysage. Les conflits frontaliers ont créé des frontières politiques entre des systèmes écologiques auparavant continus. Au début du XXe siècle, la reconnaissance des valeurs naturelles uniques de la région commença à croître. Défenseurs de l'environnement, scientifiques et défenseurs locaux militent pour sa protection, ce qui conduisit à la création du parc national de Big Bend en 1944. Cette désignation marqua un tournant fondamental dans la relation humaine avec ce paysage, privilégiant la préservation plutôt que l'exploitation. Aujourd'hui, le parc est confronté à des défis à la fois traditionnels et émergents. Le changement climatique menace de modifier les régimes de température et de précipitation, poussant potentiellement certaines espèces au-delà de leur capacité d'adaptation. Des espèces invasives concurrencent la flore et la faune indigène.
La pollution atmosphérique et lumineuse provenant de sources lointaines impacte le parc malgré son isolement. Les enjeux liés à l'eau demeurent particulièrement critiques. Le Rio Grande, source de vie pour d'innombrables espèces, est confronté à des demandes croissantes de la part des utilisateurs agricoles, industriels et municipaux, tant en amont qu'en aval. La coopération internationale devient essentielle pour relever ces défis à l'échelle des bassins versants qui transcendent les frontières politiques. Pourtant, malgré ces défis, des exemples positifs de conservation émergent. Le retour de l'ours noir représente une remarquable guérison après une extinction locale. L'amélioration des pratiques de gestion des pâturages a permis aux communautés végétales de se rétablir du surpâturage historique. La recherche scientifique continue d'approfondir notre compréhension de cet écosystème complexe, éclairant ainsi des mesures de protection plus efficaces. L'avenir de Big Bend dépend en grande partie des choix humains, des actions individuelles aux décisions politiques au plus haut niveau. Allons-nous nous engager à préserver le ciel nocturne dont dépendent les créatures nocturnes ? Garantirons-nous que le Rio Grande conserve suffisamment d'eau pour soutenir les écosystèmes riverains ? Aborderons-nous le changement climatique avant qu'il ne modifie fondamentalement les conditions qui rendent possible ce carrefour biologique unique ? En explorant cette nature sauvage remarquable, les visiteurs s'intègrent à son histoire. Quiconque découvre la grandeur du canyon de Santa Elena, la richesse biologique du bassin de Chizos, ou la beauté austère du désert de Chihuahua, prend davantage conscience de ce que nous risquons de perdre si nous manquons à nos responsabilités de gestion. Le parc national de Big Bend nous rappelle que la préservation de la nature sauvage ne se limite pas à la création de paysages ou aux loisirs, mais vise à préserver les liens écologiques complexes qui soutiennent la vie dans toute sa diversité. Des pumas aux pécaris, des ours noirs aux plus petits insectes du désert, chaque espèce joue un rôle essentiel dans la grande symphonie de la nature. Alors que nous concluons notre voyage à travers les saisons de Big Bend, nous repartons avec une plus grande appréciation de cette nature sauvage extraordinaire et du réseau complexe de vie qu'elle abrite. En protégeant un tel lieu, nous ne préservons pas seulement un paysage, mais affirmons la conviction que la nature sauvage a une valeur au-delà de l'utilité, et que les générations futures méritent d'hériter d'un monde où le silence, les étoiles et la nature sauvage perdurent. Êtes-vous émerveillé par l'incroyable faune de Big Bend et son adaptation à chaque saison ? Aimez-la et partagez votre animal préféré dans les commentaires. Nous aimerions savoir ce qui vous a le plus fasciné. Si vous pensez que ces paysages à couper le souffle et leurs habitants sauvages méritent d'être protégés, partagez cette vidéo et aidez-nous à faire passer le message. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être toujours au courant de notre prochaine aventure. À bientôt.